Euh, Comme je disais, Kwe, bonjour, hi, Shekan. Mon nom est Audrey-Monette Deschênes, je travaille pour l'ERSA Québec et je serai aujourd'hui accompagnée de Marie-Ève Blackburn et d'Andréane Gravel pour la présentation des résultats préliminaires de la table ronde sur la sécurité culturelle en contexte de recherche. J'aimerais tout d'abord remercier l'ensemble des participants, les comités organisateurs, les partenaires qui, par leur temps et leur savoir, ont permis d'élaborer les résultats préliminaires qu'on va vous présenter aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, je me trouve à Jojoke, qui est un territoire non cédé Ganyanga traditionnel et qui a aussi été visité et occupé historiquement par la nation Anishinaabe. Cependant, les participants de la table ronde et les personnes qui sont avec nous aujourd'hui ne se trouvent pas nécessairement à Jojoke et occupent en ce moment des territoires différents. Comme on le sait, les nations autochtones ont sillonné le territoire qu'on appelle aujourd'hui Québec pendant des milliers d'années, d'où est émergée leur façon de savoir, leur façon d'être, leur vision du monde. Je vous invite donc à partager dans le chat la nation autochtone qui a façonné le territoire sur lequel vous vous trouvez aujourd'hui. Donc, je vais passer assez rapidement sur le plan de la présentation, mais je voulais simplement vous dire qu'elle va être divisée en 4 sections, comme c'était le cas du rapport, ce qui est un état des lieux, les thèmes, les recommandations et les principes pour la formation. Ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est un résumé. C'est sûr qu'il y a beaucoup plus de richesse dans les verbatims de l'événement. Donc, c'est pour ça aussi qu'on va retenir votre contribution aujourd'hui afin vraiment de nourrir le rapport final qui sera beaucoup plus compréhensif. Pour ce qui est de l'événement lui-même, donc l'événement s'est déroulé du 26 au 28 avril 2023. C'était un partenariat entre l'unité de soutien, le bureau du principe de Joyce, l'ERSA Québec et le département de médecine famille de McGill. Très tôt dans les conversations qu'on a tenues avec les partenaires, c'est devenu évident qu'on avait vraiment besoin de redéfinir ce qu'était un contexte de recherche culturellement sécuritaire en centrant la voix des personnes autochtones et de leurs alliés. Donc, ce qu'on vous présente aujourd'hui, la voix des participants est au cœur des résultats préliminaires. On avait 4 objectifs dans le cadre de l'événement. C'était de dresser un état des lieux des pratiques de recherche passées et actuelles qui ont entravé la sécurité culturelle des personnes autochtones, de définir ce à quoi un contexte de recherche culturellement sécuritaire ressemble et les éléments qui le composent, de rédiger une ébauche de recommandations et de lignes directrices pour 4 groupes d'acteurs qui étaient les décideurs politiques, les décideurs organisationnels, les chercheurs et les éducateurs, et finalement de proposer des principes fondateurs pour une formation en sécurité culturelle dans la recherche en santé. Comme vous avez remarqué, les 4 sections du rapport et de la présentation représentent ces 4 objectifs-là. Pour faire une petite parenthèse sur la méthodologie qu'on a utilisée, donc dans le fond, ce n'est pas un projet de recherche, mais tout au cours de l'événement, on avait des preneuses de notes qui réécrivaient ce que les participants partageaient dans les discussions. Et on a ensuite fait un cahier de code avec ces 4 objectifs-là. Puis, Marie-Ève et Andréane ont relu, analysé les différentes discussions afin de faire émerger, c'est ça, les définitions, les principes de la sécurité culturelle en contexte de recherche. Alors, pourquoi est-ce qu'on dit sécurité plutôt que sécurisation culturelle? Pendant l'événement, il y a plusieurs participants qui nous ont dit qu'ils n'aimaient pas le terme sécurisation. Ils le trouvaient infantilisant. Pour eux, ils n'avaient pas besoin d'être sécurisés, mais d'être en sécurité. C'est pourquoi on va utiliser ce terme-là aujourd'hui et dans toutes les publications, les présentations subséquentes. Et maintenant, je passe la parole à ma collègue Andréane qui va nous présenter l'état des lieux. Merci Audrey, merci tout le monde pour votre présence. Je vais poursuivre avec l'état des lieux qui en fait va présenter les pratiques passées et actuelles qui ont été identifiées par les participantes et les participants à la table ronde, pratiques comme étant des obstacles à la sécurité culturelle. Donc, il faut savoir qu'il y a le besoin de développer ensemble des façons de faire de la recherche culturellement sécuritaire a des racines profondes.
Les milieux de la recherche sont en effet profondément marqués par des pratiques passées et actuelles qui font obstacle à la sécurité culturelle des Autochtones. Puis ces pratiques-là s'inscrivent directement dans la lignée du colonialisme. Les personnes qui ont participé à la table ronde ont d'ailleurs largement souligné plusieurs enjeux auxquels font face les milieux de la recherche aujourd'hui. Donc, plusieurs personnes ont notamment témoigné du fait qu'historiquement et encore aujourd'hui, la recherche est trop souvent centrée sur les intérêts des personnes chercheuses au détriment des besoins des communautés autochtones. Au niveau des données de leur utilisation, les participantes et les participants ont observé qu'elles sont également contrôlées par les chercheuses et les chercheurs et les institutions de recherche plutôt que par les communautés qui sont directement concernées. Les savoirs autochtones sont aussi régulièrement considérés par les personnes chercheuses comme étant inférieurs aux savoirs occidentaux, ou du moins, les savoirs autochtones sont rarement mis de l'avant dans les processus de recherche. Finalement, plusieurs personnes participantes ont également noté que la rigidité des processus institutionnels et gouvernementaux va souvent à l'encontre des façons d'être et de savoir autochtones. Mais depuis une vingtaine d'années, on voit de plus en plus d'initiatives qui visent à transformer les milieux de la recherche. On voit ces initiatives-là émerger de plus en plus largement dans les communautés et les organisations autochtones, mais aussi dans certaines institutions allochtones. Évidemment, il reste encore beaucoup de travail à faire pour se frayer un chemin vers la recherche qui est culturellement sécuritaire, mais la table ronde a permis de faire émerger plusieurs pistes prometteuses pour y arriver. Donc, je vais repasser la parole à ma collègue Audrey. Merci, Andréane. La deuxième section des résultats, pardon, porte sur les thèmes. Donc, la première activité qu'on a faite lors de la première matinée de la première journée, c'était de poser la question: à quoi pour vous ressemble un environnement de recherche qui est culturellement sécuritaire? Et pendant que les assistants de recherche prenaient des notes pendant l'événement, deux membres du comité organisateur faisaient une analyse en direct des discussions et ont identifié des thèmes qui semblaient ressortir des discussions. Ces thèmes-là ont ensuite été présentés aux participants qui ont confirmé, révisé les thèmes et même en ont ajouté afin qu'on puisse mieux les définir et mieux comprendre la façon dont ils sont mis en action dans des environnements de recherche culturellement sécuritaires. Donc, les thèmes vont être présentés par mes deux collègues. Je cède à l'instant la parole à Marie-Ève. Merci Audrey. Donc, bonjour tout le monde. C'est un honneur pour moi de vous présenter le fruit de notre travail de ces derniers mois. Alors, le respect. Lors de l'événement qui s'est tenu en avril dernier, le respect est ressorti comme un principe fondateur essentiel à l'atteinte de la sécurité culturelle dans la recherche. Dans sa définition, le respect consiste à la reconnaissance et à l'appréciation des différences entre le chercheur ou la chercheuse et ses partenaires autochtones. Comme mentionné lors de l'événement par les participants, c'est de respecter les différences entre les opinions et les croyances, mais aussi de se sentir au même niveau que l'autre en face de nous. Pour se sentir respecté, il faut que le chercheur ou la chercheuse bâtisse une relation de confiance. Pour y arriver, ils doivent développer une posture d'humilité, être intègre, honnête et ne pas mentir sur les motifs derrière cette recherche. Le respect se divise aussi en d'autres sous-catégories. Par exemple, le respect des personnes, c'est-à-dire reconnaître que chaque personne a le droit au respect à tous les égards, que ce soit dans l'expression de ses croyances, ses opinions, la langue de son choix, sans se sentir jugé. C'est également le respect de prendre le temps d'écouter la personne, lui laisser de l'espace tout en respectant son rythme. Le respect concerne également l'entente de recherche. C'est respecter les termes de l'accord selon ce qui a été établi, sous peine de perdre le droit de poursuivre la recherche si les conditions ne sont pas respectées. Ensuite, le respect des savoirs autochtones, c'est considérer les savoirs de la communauté sur le même pied d'égalité que les savoirs occidentaux et de reconnaître que c'est un privilège de recevoir ces connaissances. Un autre terme qui a émergé de la table ronde est celui du développement de relations véritables.
En fait, pour qu'un projet de recherche en contexte autochtone démarre sur des bases solides de développement de relations véritables ou genuine collaboration, comme il a été mentionné par les participants, est primordial, et ça avant même le début de la recherche. Dans sa définition, il s'agit d'une relation mutuelle où chacun adopte un comportement réciproque. Tel que mentionné par un participant, pour développer ces relations, chacun doit reconnaître le chemin intérieur à parcourir pour aller à la rencontre de l'autre. Le respect, la confiance, l'écoute, l'ouverture et l'accueil, c'est-à-dire se sentir accueilli, sont des éléments clés pour établir de bonnes relations. Toutefois, regagner le lien de confiance qui a été perdu par les expériences négatives du passé sera nécessaire pour le ou la chercheuse. Comme il a été mentionné par un participant, il est recommandé de planifier plus de temps plutôt que de se hâter pour acquérir du savoir. Un autre moyen pour favoriser l'établissement de relations véritables est d'aller sur place, car cela permet de créer des liens. La présence d'un traducteur ou d'une personne de référence dans la communauté est recommandée pour favoriser l'intégration du chercheur ou de la chercheuse et faciliter et soutenir les échanges avec les personnes. Par ailleurs, il est également recommandé aux chercheurs de dépasser le cadre professionnel dans la relation et de nourrir l'amitié. Une relation véritable, c'est aussi être là quand il le faut, et ce, même si parfois ce n'est pas relié à la recherche. Le prochain thème, un autre thème important à la pratique de recherche en santé autochtone est celui de l'intégration des façons d'être et de savoir et les visions du monde autochtone dans la recherche, et ce, selon chaque communauté. Cela peut aussi consister à incorporer des coutumes, des cérémonies, des protocoles culturels à toutes les étapes de la recherche. Comme mentionné dans le verbatim, c'est l'intégration à part entière de la vision du monde et à toutes les étapes de la conception de l'objet de recherche à l'analyse et la diffusion des résultats. Il faut reconnaître les manières animées et nomades de penser ou utiliser les connaissances traditionnelles dans la recherche. En fait, les savoirs autochtones surpassent les savoirs occidentaux et les protocoles culturels surpassent les comités éthiques occidentaux. En ce qui concerne les pistes d'action, plusieurs ont été proposées. Par exemple, de reconnaître les personnes aînées en les engageant avec un salaire, incorporer différents modes de transmission des données ou des connaissances comme à l'oral, respecter les liens avec la terre, le territoire, ajouter des pratiques dans toutes les ou coutumes culturelles dans toutes les étapes de la recherche, s'éduquer sur les différentes représentations du monde, utiliser autre chose que l'écriture, comme du visuel, des symboles dans la diffusion des résultats. L'autodétermination et la gouvernance, qu'est-ce que ça signifie? Bien, ça signifie que les communautés et les organisations autochtones ont le contrôle, le pouvoir et l'autorité sur les données et la recherche concernant leur peuple et leur territoire. Ce sont elles qui choisissent les moyens de collecte de données, de l'analyse, de validation, d'interprétation, diffusion et de réutilisation des données. Les communautés ont ainsi souveraineté sur leurs données, définissent les conditions quant au déroulement de la recherche et peuvent décider de mettre un terme à celle-ci. Au niveau des pistes d'action, l'importance du renforcement des capacités a été mentionnée à plusieurs reprises. Le renforcement des capacités permettra aux différentes communautés de disposer des informations qui les concernent et les utiliser selon leur réalité et leurs procédures de contrôle. Comme mentionné dans le verbatim, not because we want to do it better, but because we want to do it in a way we're comfortable with. Ce n'est pas que nous voulons le faire mieux, mais plutôt d'une façon dans laquelle nous sommes à l'aise de le faire. Le renforcement des capacités passe par la création de comités ou d'institutions autochtones consacrées à la recherche, mais également par l'éducation de chercheurs autochtones. L'accessibilité à obtenir du financement doit aussi être facilitée.
En ce qui concerne les pistes d'action dirigées vers les chercheurs ou chercheuses allochtones, on souligne la nécessité d'élaborer un plan de gestion des données et de valider ce que veut la communauté par rapport au contrôle des données. La souveraineté des données est une condition à l'autodétermination des peuples autochtones. Et comme l'a mentionné plusieurs participants, we're not your data, nous ne sommes pas vos données, et nothing about us without us. Donc, rien à propos de nous sans nous. Un autre principe fondateur à la sécurité culturelle dans la recherche, c'est que la démarche soit centrée sur les personnes et communautés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les chercheurs considèrent chaque personne et communauté comme des entités complexes, uniques, avec des savoirs, contributions et des capacités. Les personnes ou les communautés sont impliquées dans les décisions les concernant, de sorte que leurs besoins, leurs préférences et leurs connaissances sont étroitement liés au processus de recherche. Comme l'a mentionné un participant, make the research show the reality of our lives and what is important to us. Ou encore, better if propositions come from the community. Donc, il faut s'assurer que la recherche montre bien la réalité de leur vie et qu'est-ce qui est important pour eux. Et c'est encore mieux si les propositions de recherche émergent de les communautés. Les chercheurs aussi reconnaissent l'existence d'une grande diversité d'identités et de cultures autochtones et ajustent leur approche en fonction des individus et des groupes impliqués. En fait, il faut avoir une reconnaissance de la particularité des différences et des aspects spécifiques à chaque communauté et de ne pas les généraliser toutes les communautés. D'autres pistes d'action ont aussi été énoncées, comme de venir rencontrer, d'aller sur place, de vraiment rencontrer des membres des communautés, les gardiens du savoir, ou encore d'écouter, comme le dit le verbatim, d'écouter nos besoins et de ne pas arriver avec un agenda préconçu. Voilà. Je vais poursuivre avec le thème de la réflexivité en recherche, qui fait référence à un processus interne de remise en question qui vient se faire sur le long terme, donc qui prend du temps. Ça implique, la réflexivité, ça implique de s'entraîner à déconstruire ses propres biais inconscients, ses valeurs, ses attitudes et ses croyances qui sont issues du colonialisme et de sa propre culture. C'est donc un cheminement qui se fait sur le long terme, puis c'est un réflexe qu'il faut pratiquer. En fait, on pourrait dire que la réflexivité s'inscrit dans un cheminement personnel à part entière, voire un cheminement spirituel. Puis, une posture réflexive en recherche, ça implique donc d'être humble, puis de s'ouvrir à l'autre pour être en mesure de venir accueillir des expériences et des perspectives qui peuvent être différentes des nôtres. La réflexivité implique finalement que le chercheur se questionne par rapport à ses propres comportements, apprenne de ses erreurs, idéalement, et cherche continuellement à améliorer ses pratiques de recherche. On peut entraîner sa réflexivité en recherche en prenant conscience de sa propre histoire et du bagage historique qu'on porte en soi, notamment en reconnaissant les privilèges blancs et leur impact en recherche et dans la société en général. La réflexivité peut aussi prendre la forme d'une sensibilité soutenue par rapport aux personnes et aux communautés autochtones puis à ce qu'elles vivent. Les personnes chercheuses peuvent, par exemple, se questionner à savoir si le moment qu'ils ont prévu pour débuter un projet de recherche est approprié si la communauté partenaire est pendant ce temps-là préoccupée par d'autres enjeux. Et comme l'a dit une des personnes participantes, écouter, c'est la première étape. Ensuite, tu dois entreprendre un voyage. Je vais passer au thème de l'empowerment, qu'on appelle aussi l'affirmation et l'exercice du pouvoir des personnes autochtones. Donc, en contexte de recherche autochtone, l'empowerment fait référence à tout l'éventail de pratiques qui ont comme objectif de permettre aux personnes autochtones d'exercer le pouvoir qu'elles possèdent déjà, donc un pouvoir qui est limité par toute une multitude de structures coercitives et coloniales.
Pour les professionnels, la recherche, ça implique de créer ou de favoriser des espaces où les personnes autochtones peuvent affirmer et exercer ce pouvoir-là qu'elles possèdent déjà. Donc, affirmer leur identité, leurs besoins, leur réalité. Il y a différentes pistes d'action qui peuvent être prises pour ouvrir la porte aux voix autochtones et être sûr que cette porte-là ne se referme pas, comme l'a mentionné une des personnes participantes. Donc, une de ces pistes d'action-là, ben déjà, c'est de commencer en venant reconnaître puis intégrer les pratiques et les savoirs autochtones dans la recherche. Ça peut prendre la forme d'aller chercher des expertises autochtones en collaborant avec des membres de la communauté plutôt qu'en venant recruter des personnes à l'externe. L'empowerment en recherche peut aussi être mis en action en mettant l'emphase sur les forces des personnes autochtones plutôt que sur leurs problèmes qui sont réels ou imaginaires, comme ça a trop souvent été le cas. Une autre piste consiste à s'assurer de rendre la recherche accessible pour les personnes autochtones, et ce, peu importe leur niveau de familiarité avec les milieux de la recherche. Donc, l'accessibilité peut prendre plusieurs formes, mais ça peut se matérialiser, par exemple, en collaborant avec une personne ressource dans la communauté pour identifier les besoins réels des partenaires en matière d'accessibilité. Un autre thème qui a été identifié par les participantes et les participants, c'est l'engagement à acquérir des connaissances. Donc, c'est possible de développer sa capacité de recherche en contexte autochtone en développant les connaissances, les compétences puis les attitudes nécessaires pour travailler respectueusement et efficacement avec les partenaires autochtones. Les chercheuses et les chercheurs n'ont pas à devenir des experts sur les réalités et les cultures autochtones. Ils doivent plutôt s'engager à développer des connaissances de façon continue sur l'histoire des nations autochtones, sur leur savoir, leurs valeurs, leur vision du monde et leur façon d'être. L'engagement à acquérir des connaissances implique aussi de s'attarder aux réalités particulières de la communauté partenaire, à son histoire et aux protocoles qui sont déjà en place. Tout ça implique évidemment de prendre le temps de s'éduquer, surtout de prendre le temps de venir développer des liens auprès des partenaires autochtones, par exemple en s'impliquant dans la communauté de façon bénévole. Ça implique aussi de prendre une posture d'écoute, une posture d'accueil, puis d'ouverture à l'apprentissage pour être en mesure d'apprendre des premières personnes concernées. Il y a aussi toute une portion de l'apprentissage qui doit être faite de façon autonome, puis qui est en quelque sorte un engagement à faire ses devoirs, comme l'a dit une des personnes participantes. Donc, c'est important d'entreprendre une partie du chemin seul pour venir compléter soi-même les engagements, pour compléter soi-même les enseignements, qui nous sont partagés. Plusieurs personnes qui ont participé à la table ronde ont également témoigné de la pertinence pour les personnes chercheuses de se former aux approches informées par les traumatismes. Puis, comme l'a dit une des personnes participantes, il faut que les chercheurs s'informent sur l'historique. Qu'est-ce qui est arrivé là? Parfois, ils ne tiennent pas compte du gros bagage que l'on porte. Je vais poursuivre avec le thème de la décolonisation. En contexte de recherche, la décolonisation consiste à recentrer les voix, les savoirs, puis les expériences autochtones qui ont été historiquement exclues du milieu de la recherche. Pour y arriver, ça implique de reconnaître, de questionner, puis de démanteler les mécanismes, puis les institutions coloniales qui reproduisent des inégalités en recherche. Il y a plusieurs participantes puis participants qui ont témoigné de l'importance d'aller au-delà des paroles, puis de passer à l'action en implémentant des mesures qui bénéficient réellement les personnes et les communautés autochtones. Des pistes d'action pour y arriver peuvent débuter, par exemple, par la reconnaissance du racisme systémique envers les Autochtones, puis par la prise de conscience des privilèges dont profitent les personnes blanches, notamment en recherche, mais dans la société en général, encore une fois. Donc, la décolonisation implique de questionner les façons les façons de faire, questionner les façons de savoir qui dominent les milieux de la recherche. Ça implique notamment de revoir les institutions de la recherche puis leur processus, notamment au niveau du financement et de l'éthique, mais pas que. C'est donc nécessaire de considérer les épistémologies autochtones sur le même pied d'égalité que les épistémologies occidentales, épistémologie dans le sens de les façons de savoir. Une des personnes participantes l'a d'ailleurs bien mentionné.
toute cette conversation est à propos du colonialisme épistémique, c'est-à-dire ce qu'on considère comme étant des savoirs et ce qu'on considère comme étant scientifique. Le dernier thème qui a émergé des discussions est celui de l'imputabilité. L'imputabilité en recherche, ça signifie le fait d'accepter, de prendre la responsabilité de ses propres actions, puis des engagements qui ont été pris auprès des partenaires autochtones. L'imputabilité implique donc que les personnes chercheuses soient redevables envers la communauté partenaire. Les chercheuses et les chercheuses doivent donc s'assurer que les partenaires autochtones bénéficient réellement, puis de façon durable, des retombées de la recherche. Puis un des commentaires qui revenait souvent durant la table ronde est d'ailleurs très clair dans cette citation d'une personne participante qui a demandé quand il y a une recherche, est-ce qu'il y a des plans d'action post-recherche? Donc, les façons d'assurer l'imputabilité sont multiples. Par exemple, en mettant sur pied des plans d'action qui vont faire suite à la recherche pour qu'elle soit pérenne. Mais déjà, c'est fondamental de faire preuve de transparence par rapport aux motivations personnelles qui guident la recherche. C'est cette transparence-là, accompagnée du suivi et du partage avec la communauté à toutes les étapes de la recherche, c'est ça qui va permettre aux partenaires autochtones d'observer puis d'évaluer les performances des personnes chercheuses. L'imputabilité est mise en action à plusieurs niveaux, soit au niveau des chercheurs et des chercheuses, mais aussi au niveau institutionnel. Donc, dans le sens que les institutions responsables de la recherche doivent aussi s'engager à mettre en place des mécanismes puis des politiques qui vont servir à assurer le respect des ententes prises avec les communautés en contexte de recherche. Donc, ces mécanismes-là peuvent prendre différentes formes, comme par exemple le fait d'assurer d'avoir une expertise autochtone sur les communautés d'éthique, l'obligation pour les chercheuses et les chercheurs de suivre une formation ou une immersion initiale dans la communauté partenaire, ou encore la perte du certificat d'éthique en cas de bris des ententes prises avec les communautés. Donc, c'était un aperçu des thèmes qui favorisent la recherche culturellement sécuritaire. Puis on va maintenant discuter de leur mise en application plus concrète. Merci, Andréane. Donc, je vais faire une petite introduction sur les recommandations et les lignes directrices. Donc, dans le cadre de la table ronde sur la sécurité culturelle en contexte de recherche, les participants ont émis plusieurs recommandations et lignes directrices qu'on a regroupées dans 4 groupes d'acteurs, comme mentionné précédemment. Donc, les décideurs politiques, les décideurs organisationnels, les chercheurs et les éducateurs. Donc, je vais passer la parole à Maria qui va vous présenter les 3 premiers groupes. Alors, en ce qui concerne les décideurs politiques, qu'est-ce qu'on entend par décideurs politiques? En fait, ça serait toutes les personnes qui sont responsables de la formulation ou de la modification de politique. Ce sont eux qui établissent les lois, les règlements qui appuient ces lois, ainsi qu'un ensemble de procédures, d'application, de suivi, d'évaluation qui touchent tout le processus de la recherche. Par exemple, ça peut être, bien sûr, tout membre du gouvernement, des gouverneurs, des ministres, ministères, des agences gouvernementales, des organismes subventionnaires ou des instituts de recherche, par exemple. En matière de recommandations dirigées vers les décideurs politiques, plusieurs touchaient les institutions. Les commentaires recueillis peuvent ainsi se regrouper en 2 grandes catégories, soit pour une refonte complète des institutions et des programmes, c'est-à-dire faire table rase et établir de nouvelles institutions fortes et contrôlées par les personnes, peuples, communautés autochtones, ou soit pour une décolonisation ou autochtonisation des institutions existantes. Les décideurs politiques ont également la responsabilité de co-développer des mécanismes et de co-créer des lois qui garantissent la sécurité culturelle dans la recherche. En effet, la participation des personnes autochtones est essentielle à la prise de décision politique. De ce fait, ces derniers ne doivent pas seulement être consultés, mais faire partie intégrante des discussions et des prises de décision.
Plusieurs stratégies mises en action ont été énoncées, telles que d'enchasser dans la loi l'obligation de consulter les communautés, créer des mécanismes pour supporter, appuyer les communautés pour faire ou conduire leurs propres recherches, financer les recherches conduites par les communautés, créer des mécanismes de sanctions pour les chercheurs délinquants ou insouciants. Comme un participant l'a dit, how do you indigenize a colonial institution? Can fit a circle in a square. Donc, comment autochtoniser ou décoloniser une institution coloniale? On ne peut pas rentrer un cercle dans un carré. Un autre groupe par lequel étaient dirigées des recommandations étaient les décideurs organisationnels. Qu'est-ce qu'on entend comme décideur organisationnel? En fait, c'est toute personne qui prend des décisions à l'intérieur d'une organisation en matière de recherche. En ce sens, ils font des choix en fonction des politiques, c'est-à-dire des lois ou des règlements qui sont en vigueur, ou des préférences, c'est-à-dire les valeurs ou les intérêts de l'organisation qu'ils représentent. Ça peut être le vice-rectorat de la recherche ou d'une université, le directeur ou coordonnateur de l'éthique de recherche dans un hôpital, une directrice d'institut, une titulaire d'une chaire de recherche ou encore le gestionnaire d'un projet de recherche à l'intérieur d'une organisation quelconque. Donc, plus concrètement, quelles recommandations ont été faites? En fait, c'est que l'inclusion de personnes autochtones par la création de postes ou de comités sont des moyens de s'assurer que la recherche est culturellement sécuritaire. Toutefois, il faut prendre soin d'éviter le tokenisme. Au niveau organisationnel, les décideurs créent des postes ou des sièges strictement réservés à des personnes autochtones, comme à l'intérieur des communautés d'éthique, où ils engagent des personnes ressources dans les communautés qui font le pont entre le chercheur ou la chercheuse, l'organisation et les communautés. De plus, les organisations soutiennent l'autodétermination, la gouvernance et le leadership des communautés en matière de recherche. Pour s'assurer que la recherche soit en accord avec les principes de sécurité culturelle, les décideurs mettent en place des mécanismes d'évaluation de la sécurité culturelle et de sanctions afin que les chercheurs soient imputables. Finalement, ils doivent s'assurer, les décideurs organisationnels, d'établir des plans d'action pour s'assurer que la pérennité de que la recherche soit pérenne dans le temps et que les recommandations deviennent concrètes. Comme l'a mentionné un participant à la table ronde, meetings about Indigenous peoples cannot proceed without Indigenous peoples on the panel. Pour les recommandations pour les chercheurs, sont entendues comme chercheurs toute personne qui conduit une recherche d'ordre scientifique et qui est liée à une institution ou un organisme. Par exemple, ça peut être un étudiant, une étudiante universitaire, un chercheur, une chercheuse professionnelle ou un assistant, assistante de recherche. Bien sûr, il y avait une montagne de recommandations pour les chercheurs, donc je vais essayer d'être le plus... je vais vous faire un court résumé de ce qui a été mentionné par les participants qui étaient présents lors de l'événement. Il est important pour que le chercheur s'éduque, qu'il se forme à acquérir de nouvelles connaissances. C'est par la formation continue que le chercheur développera sa pensée réflexive qui est nécessaire aux bonnes pratiques. Le chercheur ou la chercheuse doit aussi développer son humilité, être intègre. Ce sont des aptitudes nécessaires à la pratique de recherche culturellement sécuritaire. Avant d'entamer quoi que ce soit, le chercheur ou la chercheuse doit s'assurer d'établir un lien avec une communauté en la visitant, passant du temps avec les personnes pour créer des connexions, des relations significatives. C'est par les échanges et le développement de relations véritables et réciproques que le projet prendra forme, et ça en fonction des besoins et priorités de la communauté.
Les deux parties doivent aussi s'entendre sur l'ensemble de la recherche. Ça demeure un copartenariat, une co-construction. La recherche en contexte autochtone aussi prend du temps. Il faut respecter le rythme des personnes et de la communauté. Le chercheur ou la chercheuse doit ainsi être flexible et ne peut pas suivre un calendrier où elle a tout prévu d'avance. Finalement, le chercheur respecte les protocoles culturels et s'assure d'intégrer les savoirs traditionnels, les coutumes, les pratiques dans toutes les étapes de la recherche. Et les données autochtones, ben, elles sont autodéterminées. Ce sont les communautés qui en sont les propriétaires et qui décident qui peut y accéder et qu'est-ce qu'on fait avec les données et non le chercheur ou la chercheuse. Oui. Certaines recommandations ont été émises à l'attention des personnes formatrices. On entend comme formatrices et formateurs toutes les personnes qui donnent ou qui influencent la formation en matière de recherche. On peut penser par exemple à des professeurs, à des chargés de la formation ou encore à des responsables en soutien et en développement pédagogique. Les formateurs doivent s'engager à transmettre des informations qui représentent de façon juste les réalités passées et actuelles des communautés autochtones. Ils agissent en quelque sorte comme le porte-voix des personnes autochtones qui ne peuvent pas ou ne veulent pas prendre la parole dans certains milieux de la recherche. Pour y arriver, plusieurs recommandations ont été soulevées durant la table ronde. Les formateurs doivent notamment privilégier la présence de porteurs de savoir et d'aînés autochtones. Ils doivent également s'assurer de rendre accessibles leurs pratiques et les ressources éducatives qu'ils mettent en place. On peut penser par exemple à la création d'un répertoire des formations qui aurait comme objectif d'orienter les professionnels de la recherche vers les bonnes ressources. Donc, je vais passer maintenant à la formation en matière de sécurité culturelle. Les discussions de la table ronde ont fait émerger plusieurs principes fondateurs en vue de la création d'une formation en matière de sécurité culturelle. Puis ces principes clés, en fait, c'est des incontournables de la formation et leur but est de venir pallier efficacement et durablement aux lacunes des milieux et des pratiques de recherche. On peut donc tirer plusieurs recommandations des discussions qui ont eu lieu. Par exemple, au niveau du public cible, la formation devrait s'adresser à toutes les personnes qui sont impliquées dans les milieux de la recherche. Plusieurs personnes participantes ont aussi souligné l'importance que la formation en matière de sécurité culturelle soit centrée sur le développement de connaissances générales sur les réalités historiques et actuelles des premiers peuples. Ça implique d'encourager les chercheuses et les chercheurs à prendre conscience des inégalités et des dynamiques de pouvoir qui sont toujours en place et qui découlent du colonialisme, puis d'initier les chercheuses et les chercheurs aux approches informées par les traumatismes. La formation doit aussi aborder les sentiments d'inconfort, de culpabilité et d'impuissance qui sont vécus par les personnes chercheuses et qui peuvent être des barrières à la recherche en contexte autochtone. Finalement, les participantes et les participants à la table ronde ont témoigné de la nécessité que la formation soit en mesure d'outiller les professionnels de la recherche pour qu'ils puissent mettre en application leurs apprentissages et poursuivre par eux-mêmes leur cheminement réflexif. Puis comme l'a clairement énoncé une des personnes qui a participé à la table ronde, la formation, je la vois comme un début de quelque chose. Ça fait partie du processus, mais ce n'est pas une fin ni un objectif. Ça fait partie du début. Donc, c'est tout pour la petite synthèse des recommandations. Merci, Andréane, Marie-Ève, pour nous avoir présenté un résumé des résultats préliminaires. Je remercie évidemment les participants, le comité organisateur et les partenaires pour le temps, le savoir, leur contribution aux résultats préliminaires, à tous ceux qui sont avec nous aujourd'hui.